excusez-nous pour voilà, ces petits problèmes techniques. Bon, du coup, je vous propose d'enchaîner avec ma présentation sur le sol vivant, le temps que Monsieur Timet règle son problème de micro. Alors, j'espère que je vais pas manquer moi aussi de niveau technique. Hop. Voilà. Alors, vous voyez bien? Oui. Alors, on démarre. Oui. Merci, merci de me répondre parce que du coup que je partage l'écran, je vais plus trop voir vos interventions sur le chat. Alors, j'avais très envie aujourd'hui d'aborder ce sujet sur la vie du sol. C'est encore un pan qui n'est pas très bien pris en compte aujourd'hui dans l'agronomie. On sait qu'il y a une vie du sol, mais on ne sait pas trop finalement. Enfin, on a sous-estimé son rôle pour le maintien de la fertilité. Alors aujourd'hui, eh bien, la vie du sol, c'est finalement l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité. Et cette biodiversité, elle est assez méconnue, on va le voir. Donc, par exemple, lorsque on prend une petite cuillère à café d'un gramme de sol dans un sol forestier, eh ben, il faut savoir qu'à l'intérieur, on va trouver plus de 4000 espèces de bactéries, plus de 2000 espèces de champignons saprophytes, donc ce sont ceux qui décomposent la matière organique, et puis après des espèces visibles à l'œil nu, donc des acariens, des colamboles, bon, pas toutes sont visibles à l'œil nu d'ailleurs, les protozoaires sont des organismes microscopiques, certains nématodes aussi, et puis finalement quelques espèces aussi de vers de terre. Et donc tout ça, bah, c'est contenu voilà, dans les sols forestiers notamment. Si on regarde ça en termes de kilos de biomasse par hectare, on va retrouver à nouveau les champignons et les bactéries qui vont représenter l'essentiel de la biomasse. Et puis les vers de terre aussi qui sont les champions. Alors ça c'est les chiffres maximum ici à gauche. Et puis les minimums, on a toujours des sols qui sont dominés par les micro-organismes. Et puis après les autres intervenants, ça varie. Et les vers de terre normalement sont toujours présents aussi en termes de kilos par hectare, enfin de tonnes par hectare. Et donc du coup, dans un écosystème assez vivant, ça peut représenter plusieurs tonnes par hectare sur cette couche de terre de 30 cm de profondeur. Alors cette diversité, elle est pas constante. Ça dépend aussi des écosystèmes dans lesquels on se trouve. Et du coup, on voit que dans les écosystèmes où on trouve des arbres, c'est là aussi où on va retrouver une biodiversité plus importante dans le sous-sol. Corinne, on ne voit pas la présentation. Ah, merci de S'il vous plaît, on voit pas la présentation. Ouais. D'accord. Alors, c'est bon là? Est-ce que vous voyez? C'est pas en mode diaporama. Eh ben, j'y étais en mode diaporama, mais vous n'avez pas vu. Donc, je vais rester en mode pas diaporama. Okay. Merci pour la remarque. Donc, avant, voilà ce que vous avez raté éventuellement. Donc, un petit graphique avec la biomasse par hectare. Et puis, cette petite image avec 1 gramme de sol qui contient plusieurs espèces. Donc, je vous disais que nous sommes
pas tous égaux par rapport à la biodiversité qu'on peut trouver au niveau de la vie du sol, et c'est très corrélé au type d'écosystème qui se trouve au-dessus du sol. Donc dans les forêts, c'est là où on va trouver la plus grande biodiversité aussi dans le sous-sol. Donc ça aussi, c'est ce qu'on explique avec ce qu'on appelle l'échelle de la fragilité. Les écosystèmes qui sont dans des contextes difficiles, où les cycles de l'eau et les cycles de la matière organique sont dysfonctionnels, tout de suite, il y a une grosse perte de biodiversité et ils subissent aussi beaucoup plus difficilement les perturbations. Alors, voyons un peu qui sont ces habitants de la vie du sol. Ici, ils sont classés selon leur taille. Donc, il y a une grosse partie des habitants de la vie du sol qui sont microscopiques, avec donc les bactéries, les champignons, les protozoaires. Après, on a énormément d'insectes qui constituent aussi des maillons essentiels dans cet écosystème. Et puis, au niveau de la macrofaune, donc celle qu'on va facilement voir à l'œil nu, on va retrouver tout ce qui est vers de terre, l'herbe d'insectes, myriapodes, araignées, tout ça. Et après, on n'oublie pas non plus qu'il y a ce qu'on appelle la mégafaune, avec des animaux comme les taupes, les serpents, les vertébrés, qui habitent le sol et participent aussi à sa structure et sa vie. Alors, regardons maintenant ces habitants du point de vue de leurs relations et de leurs fonctions dans cet écosystème. Donc, nous avons des organismes qui sont phytophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des plantes. D'autres, alors attendez, je crois que mon ami Amor partage en même temps que moi maintenant. Alors, monsieur Amor, il faut attendre avant de partager parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Excusez-moi. Donc, je vais vous demander de cesser le partage le temps que je finisse ma présentation et puis après, je vous donnerai avec plaisir la parole. Voilà, on va y arriver. Alors, du coup, je disais les habitants du sol par rapport à leurs fonctions. Donc, il y a toute une chaîne trophique, hein, une chaîne alimentaire dans le sol avec les uns qui mangent les autres. Donc, les phytophages qui mangent les plantes, hein, dans la vie du sol, il n'y a pas que des alliés, mais on va voir qu'après, tout ça se régule aussi. Donc on a des prédateurs, on a les décomposeurs primaires, donc ceux qui vont attaquer la matière organique qui vient d'être tombée au sol au niveau de la litière. Et puis après des décomposeurs secondaires qui vont reprendre ce que les premiers ont décomposé pour le transformer encore plus dans d'une matière plus stable qui va après rester fixer les nutriments qui vont rester plus longtemps disponibles pour les plantes. Alors ici, je vous propose de voir la répartition spatiale de comment cette vie du sol s'organise dans les différents horizons du sol. Vous vous souvenez, si vous étiez là lundi, c'est notre ami Tayeb qui nous a présenté l'organisation du sol en horizon. Donc la première couche au niveau du sol, sous la litière, c'est là qu'on va retrouver en fait l'essentiel de la vie du sol. En effet, la plupart des habitants de cette vie du sol sont des habitants qui respirent et donc ils ont besoin de la porosité améliorée qu'on est censé trouver dans le premier horizon pour pouvoir prospérer. Et puis finalement, c'est assez logique, on va le voir aussi par la suite, parce que cette vie du sol, elle est directement liée avec les plantes. Et c'est là aussi, dans cet horizon, que va se trouver l'essentiel des racines des plantes et donc du coup de cette activité bénéfique qu'il va y avoir à ce niveau-là. Donc ensuite on a les anéciques qui sont les vers de terre.
Et eux, ils font en fait l'ascenseur entre les débris végétaux de la première couche et puis la couche inférieure juste au-dessus de la roche-mère pour justement faire ce travail de fabrication de la terre arable. Alors finalement, ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui avec cette présentation, c'est cette idée que la vie du sol et les plantes, ils sont en symbiose, et puis finalement, on pourrait assimiler cet écosystème du sol un peu comme les intestins des plantes, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment favoriser l'absorption des minéraux par la plante et ils vont permettre aux plantes d'ajuster les conditions du milieu autour de la sphère racinaire pour que la plante puisse fournir le meilleur d'elle-même et produire en limitant ses stress. Donc du coup, la plante, elle va utiliser ses exsudats racinaires pour nourrir en fait une communauté d'alliés. Et c'est pour ça que finalement, on constate que 80% de l'énergie de la photosynthèse est dirigée vers les racines. Et 50% de cette énergie contenue dans les racines sert à produire des exsudats racinaires. Donc ces exsudats, ce sont des substances qui sont des substances chimiques qui sont émises par les racines pour influencer sur les conditions au niveau de la sphère racinaire et puis donc nourrir les communautés d'alliés avec lesquelles la plante va pouvoir réguler son environnement. Alors je vous propose de nous arrêter un petit instant sur deux alliés qui sont les bactéries fixatrices d'azote et les mycorhizes. Alors je vais accélérer un petit peu pour laisser suffisamment de temps à mon confrère d'aborder son sujet. Donc les bactéries fixatrices d'azote, elles sont très utiles lorsqu'on a des sols pauvres. C'est surtout là qu'on va les observer au travers de ces petits nodules qui se fixent aux racines. Et puis on a les mycorhizes qui sont des champignons qui vont eux aussi se fixer aux racines et permettre aux plantes d'améliorer leur capacité de prospecter dans le sol pour chercher les nutriments et l'eau. Alors rapidement, dans les sols, voilà, c'est les bactéries et les champignons qui sont les maillons les plus essentiels à cette chaîne trophique et on les trouve à différents degrés. Les sols ne fonctionnent pas de la même façon lorsqu'on est dans une prairie ou dans une forêt, mais grosso modo, on a besoin des deux lorsqu'on travaille les cultures. Alors justement, les cultures annuelles, elles vont fonctionner avec des sols qui sont dominés par les bactéries ou dans un rapport équilibré avec les champignons, tandis que les plantes pérennes, en particulier les arbres, vont plutôt apprécier un sol qui va être dominé par les champignons. Du coup, on a de nombreux avantages à se reposer sur un sol vivant pour gérer la fertilité parce que ça va nous permettre d'obtenir une autorégulation des nuisibles, un recyclage amélioré des nutriments qui vont rester dans la sphère racinaire à disposition des plantes. Du coup, on n'a plus besoin ni d'engrais ni de pesticides, on a donc cette autorégulation et ce qui nous permet d'atteindre une productivité soutenue et durable. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que malgré la rapidité, vous avez pu percevoir l'importance de cette vie du sol. Vu qu'on a perdu un peu de temps, je passe la parole à mon confrère Amor en espérant que son problème de micro est résolu. Merci pour votre attention. Amor, c'est à vous, vous pouvez lancer la présentation. Merci, merci pour vos applaudissements qui défilent, ça fait plaisir. Amor, j'ai l'impression que vous m'entendez toujours pas. J'ai peur, j'ai peur. Bon, je ne sais pas comment on va faire avec cette histoire de son.
Alors, vous devez réactiver votre micro. Bon, j'ai l'impression que... Oui. D'accord, c'est bon Ah, ça maintenant. y est. Oui, oui, c'est la configuration au niveau de Oui. Google. Oui, C'est c'est pas les toujours mêmes bien. boutons pareil, évidemment. Ils veulent nous embrouiller. Alors, c'est parfait. On vous entend. Reste plus qu'à partager votre Alors, écran. oui. Est-ce que je reprends dès le début Eh bien oui, s'il vous plaît, parce que du coup, on a vu défiler deux, trois diapos, mais on vous entendait pas du tout. Alors, allez-y. D'accord, non, ok. Bon, je vais être rapide. L'ITER entre l'usage et les menaces, vous savez que les menaces, c'est la dégradation liée à ça. Et les éléments à proposer, comme on a discuté auparavant, la dimension mondiale de la dégradation des sols, un phénomène qui devient de plus en plus important. Le sol, au niveau de sa connaissance, l'approche. Et quel sol peut-on observer, comme l'exemple du cas tunisien, les menaces et les processus de dégradation, on va essayer rapidement, bien sûr, faute de temps, et comment préserver les sols et chercher leur performance ou leur protection. Je vous renvoie à quelques références, donc depuis, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était en muet, une trentaine d'années d'expérience, quatre ou cinq, disons, éléments importants de ce que j'ai fait comme synthèse sur les sols d'une façon globale. Mais il reste les plus importants, c'est l'Atlas des sols tunisiens et les sols tunisiens à l'épreuve de la durabilité. C'était à l'occasion de l'année mondiale 2015 où on m'a demandé de faire une synthèse globale par la FAO et par le ministère de l'Agriculture. Alors, si on prend le sol en tant que système écologique, environnemental de tous les paysages qui nous entourent, il fallait donc le situer, par la suite le mettre sur un document, c'est-à-dire le cartographie, et ce qui est important, comme l'a montré Madame Corinne tout à l'heure, c'est le côté infiniment petit au niveau de la structuration, au niveau des micro-organismes, l'infiniment petit que le sol sous mes pieds nous cache et que les gens vraiment banalisent. Très important ça, donc cette vision globale. Le sol, comment il se développe latéralement et verticalement, à partir d'une roche-mère et à partir aussi d'une dynamique de haut en bas, et surtout par la végétation. Ma mission du sol, la première mission, c'est optimiser la production agricole, tout ce qui est végétal. Là, c'est le système en tant que tout au niveau de l'évolution et la pédogenèse, qu'on appelle la pédogenèse. À gauche, vous avez les matériaux, les différents matériaux qu'on rencontre dans la nature, schématisés ici. En fonction du climat, la température, les positions morphopédologiques ou morphologiques plutôt, il y a une altération, une évolution pour donner des terres qui sont classés ou classifiés par l'épée de l'or sous des noms calcium, magnésique, vertisol, ainsi de suite, donc ce qu'on voit au milieu. Et à la fin, au niveau de l'utilisation ou l'aptitude ou la vocation, on appelle aussi la vocation d'un sol ou d'une terre. Une coupe de sol, qu'est-ce que c'est? Une coupe de sol, comme on l'a vu tout à l'heure, mais un sol, pourquoi? Pour le connaître, mais dans un milieu écologique ou agroéconomique, c'est est-ce qu'il est cultivable ou non? Alors, il y a plusieurs composantes au niveau de la définition de ce sol cultivable, à savoir l'épaisseur de la couche meuble, la profondeur, la matière organique en surface, l'horizon unifère, l'horizon de concentration au milieu, l'horizon 2, on va voir après. Et vous voyez, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un sol apte pour des cultures, valables, cultivables, selon les paramètres qu'un pédologue doit hiérarchiser. Et là, on a un sol non cultivable. Un sol non cultivable, vous avez une couche mince, ce qu'on appelle l'horizon de surface, qui est en général reste avec des cultures épisodiques, mais
le plus important, c'est cette concentration au niveau de l'horizon B, au milieu, un BCA de calcium très important, et la roche-mère, le C, la roche-mère en bas. Ça, c'est très important aussi pour montrer que quand on est dessus et on ne fait pas une coupe et une connaissance en profondeur, on peut être trompé et on dit, tiens, on va cultiver, on va planter. Alors, le sol est un être vivant. Tout ce qui, comme je l'ai montré tout à l'heure à la loupe, quand on le voit de près, il y a des micro-organismes, il y a des animaux, des vers de terre, et que tout ça, c'est les animaux qui travaillent, c'est les grands travailleurs de la terre, à savoir prendre la biomasse et comment la traiter pour la plante et par la suite la nutrition au niveau de la plante. Donc la matière organique est transformée et la matière aussi minérale par ces animaux. Nous vivons sur des sols hérités, c'est-à-dire tout ce qui est paléoclimatique ou paléopédologique, c'est un héritage, parce qu'un sol que tout le monde, bon, moi je le répète tout le temps, un centimètre, pour faire un centimètre dans un milieu en équilibre et pour le former, il nous faut 100 ans. Alors vous voyez, 40 centimètres, 4000 ans, et que les sols, quand on fait une coupe, et ceux qui sont les spécialistes des paléosols, ou même les sols qu'on cultive actuellement, sont riches en matière organique. C'est comment dire, le signal qu'il y avait des forêts, une agriculture au passé, et avec l'érosion, bon, on fait une coupe, on trouve qu'il y a le carbone, et ce carbone, on peut le situer par la datation absolue, ou la datation au carbone 14, et on voit qu'ici, on peut avoir un sol de 1600 au 2000, au 4000. Ça, c'est vraiment, ça a été dans ma thèse. Après, là, un exemple dans le sud, c'est le Leuce des Matmatins. Vous voyez, c'est une coupe pédagogique dans le sens que, avec les paléoclimats du Quaternaire, on voit qu'à partir de ce carbone 14 qu'on a daté, qu'il y a des sols qui sont récents en haut ou plus anciens en bas, et que ça montre qu'il y a eu l'érosion, il y a des phases d'érosion et de sédimentation, et ça aussi montre que nos sols sont anciens et qu'il faut garder, il faut faire attention. Alors, à partir de cette connaissance approfondie, on remet donc cette connaissance sur des cartes, et on voit à partir de cette carte pédologique de la Tunisie que nos sols peuvent avoir des caractères de calcaire. Par exemple, là, on a le jaune, 40% de nos sols tunisiens sont calcaires et 50% des sols d'apport, c'est-à-dire fluviatile avec l'eau ou avec le vent. Alors, cet espace, à partir de cette carte pédologique, nous permet, avec la prospection de terrain, qu'on a des ensembles de sols labourables, comme on a dit tout à l'heure, terres labourables ou cultivables, et qui est à peu près dans les 5 millions d'hectares, terres forestières et de parcours 5 millions, et terres non agricoles, non cultivables 6,2. Dans les cultivables, on a les terres irriguées qui sont à peu près 425 000 hectares, 8% des terres cultivées, dont 100 000 hectares affectés de salinisation hydromorphie. Les terres céréalières, qui est très importante, qui sont dans le nord et un peu dans le centre, sont aussi aux alentours de 1 million à 1,5 million, mais seulement 950 000 hectares qui sont aptes pour un assolement céréalier très important. Donc vous voyez, on cultive aussi des sols non cultivables et qui ne donnent pas grand-chose après. La relation avec l'eau, ici, le sol, deux ressources menacées dans l'espace tunisien et l'espace méditerranéen, l'érosion, les menaces de l'érosion hydrique, le labour excessif, par exemple ici, entre Mater et Mezzelbourguiba,
sur des pentes supérieures à 10%, on fait de la sériculture et tout ça, c'est très grave, très dégradant pour ces terres qui sont relativement fertiles et riches en matière organique. Cette érosion, disons, ramenée par l'eau et par les oueds, et c'est les lacs collinaires ou même dans les grands oueds, dans les berges, au niveau des berges, il y a un envasement, donc des lacs, par exemple ici Sadine, qui fait à peu près 400 hectares. L'érosion sur tout le bassin, 11 200 tonnes, perte de terre moyenne dans les 28 tonnes par hectare et par an. L'important transport solide, envasement des barrages, 25 à 50. Et qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça dans les grands bassins versants, par exemple ici dans le Kérouan et on a l'ombre silienne, les banquettes mécaniques au niveau des voies de terre. Et pour arrêter aussi cette lame d'eau, cette érosion, il y a les cuvettes individuelles qu'on les voit à la Uslatille. Si on descend vers le centre et vers le sud, alors là, c'est l'aridité. Et l'aridité, vous savez que 78% de nos sols agricoles sont dans le semi-aride et aride. Et ça, c'est aussi la sécheresse qui est très importante. Alors, il y a cette adaptation au niveau de la sécheresse et au niveau du sol, la localisation du sol. On a deux cas. Un cas de plaine où il y a le loess, mais qui est compacté en surface. Vous voyez comment le système racinal va vers l'horizon, vers le côté horizontal. C'est pour chercher l'humidité. Et quand on est à côté d'un oued de berge, vous voyez la profondeur pour aller à la nappe. Et ça aussi, c'est une forme d'adaptation à l'eau et au sol. Alors, en partant donc du sud et en revenant dans le nord, ici à Rassejbel, vous voyez les haies et le bocage pour arrêter le ruissellement, pour mettre un système en équilibre écologique où il y a vraiment la culture, le parcours et les forêts. Donc, en arrivant à ce stade, donc dans le nord, surtout tunisien, le carbone du sol, qui est que maintenant un indicateur très important pour dans le gaz à effet de serre, il faut le séquestrer dans le sol, mais aussi ce carbone, par la matière organique, par l'importante teneur de matière organique, euh, essaye de rentrer dans l'amélioration de la fertilité et la richesse en carbone donc, à l'intérieur du sol. Ici, j'ai pris une référence de Chapelot 2015, amélioration de matière organique, surtout au niveau du carbone. La production alimentaire est maintenue par la fertilité, bien sûr, et augmentée par un retour au sol de près de 8 tonnes de carbone par hectare et par an. Ça, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, j'ai écrit dessus, mais le temps ne me permet pas d'aller plus dans l'explication. Là, l'évolution de l'humidité selon les types de sols. Comme on a vu tout à l'heure, l'interface au sol, elle est très importante, mais en fonction de la texture, de la structure, et que deux sols différents, vous voyez, la réserve utile, ici on la voit à 240 mm, et de l'autre côté, le deuxième sol, 180 mm. Et ça, on voit que les courbes au niveau de la courbe hydrique après le ressuyage et ainsi de suite, vous voyez ici les traits un peu verticaux comme ça, c'est la disponibilité de l'humidité pour la plante. Et les deux limites, c'est la capacité au champ et le point de flétrissement. Ça, c'est très important. Donc, dans un sol qui est argileux, qui est avec une texture fine, la disponibilité de cette humidité après une pluie de 15 jours, de 15 mm et ainsi de suite, elle est moins disponible dans un sol argileux que dans un sol limoneux-sableux. Donc, dans les sols du sud tunisien, quand il y a une petite humidité ou une petite pluie, elle est vite donnée à la plante. Par contre, dans le nord, dans les sols argileux, il faut que le sol se imbibe, comment dire, et stocke cette humidité pour que par la suite la donne à la plante. Vous voyez dans la différence entre le stock hydrique entre des différents types de sols.
La valeur moyenne de l'efficacité de la pluie, elle est très importante aussi, parce qu'on dit aussi une pluie efficace. Une pluie efficace au niveau de la réserve hydrique en eau utile pour la plante. Alors, elle est en fonction de quoi? État de la dégradation des sols, physique ou chimique, comment on dit cet état, le recouvrement de la végétation naturelle et de l'état de la surface du sol, l'évaporation, tout ce qui est couverture, donc au niveau de l'intensité de pluie qui dégrade moins la surface, la réserve en eau utile et le coefficient d'efficacité de précipitation qui est égal KE, PE divisé par PT. Alors, la précipitation totale et la précipitation infiltrée. Ça, c'est très important. Tous les hydropédologues l'utilisent pour voir ça. Alors là, la deuxième menace, comme on l'a vu, on a vu l'érosion hydrique et tout ce qui est érosion peut-être éolienne, il y a la salinisation, le périmètre irrigué salinisé. Ça, il y a tout un système donc, de facteurs, de la nappe, de la qualité de substrat où il y a notre sol, la roche-mère, est-ce qu'elle est salée ou non, et on voit que l'importance de l'accumulation saline en surface ou dans le drain qui est à droite. Alors tout ça, ça nous amène à examiner ou à observer le bilan d'eau et des sels en milieu irrigué. En milieu irrigué qui vit aussi avec les précipitations. Vous voyez donc, si on a de la précipitation, donc ça tombe. Il y a aussi de l'irrigation, ça aussi, le sol euh, pompe cette eau, mais et il y a aussi un drainage, il y a une évaporation, toutes ces composantes elles sont très importantes, il faut les calculer. Et il y a la réserve utile, et puis il y a tout ce qui, plus que la capacité au champ, il va à la nappe, et la nappe aussi au niveau de la décharge de la nappe, et ainsi de suite. Donc c'est un système qui est très important pour faire des bilans d'eau et des bilans de la qualité de l'eau, de l'eau aussi du sol, et le sel, combien de quantité que le sol retient dans dans l'intérieur donc, de ce support. Alors, comment remédier à cette salinisation dans les oasis? Il fallait amender les oasis par du sable, le sable dunaire qui est tout autour. Et le sable dunaire, il enrichit la surface du sol qui est un peu fatigué, épuisé. De l'autre côté aussi, il élimine les sels parce que ce sont des eaux chargées euh, des forages et que pour lutter contre cette salinisation, il faut augmenter aussi de 20% l'eau d'irrigation pour lessiver, pour enlever ces sels. Le troisième facteur, c'est l'occupation par l'urbanisation, l'évolution de l'occupation du bassin versant. Ici, un exemple, de 1950 à 1994, une cinquantaine presque d'ans. Effet de l'urbanisation sur le Grand Tunis. C'est très important, ça nous montre comment le Grand Tunis s'étale sur les terres agricoles de Mormag, de Manouba, de Sokra, et tout ça, étaient des périmètres irrigués, c'était des grands jardins, des orangers même. Vous voyez, si on regarde ici le terrain agricole cultivé en 1950, 8 922 hectares à ce bassin versant, l'exemple de ce bassin versant, qui diminue après à 5 636 et que l'occupation de 72%, elle est descendue à 45%. C'est très important, donc, ce phénomène urbain aux dépens des terres agricoles, de même le bâti de 722 ici à 4008. C'est très important cet exemple de l'extension urbaine sur les terres agricoles. Voilà encore une extension qui est très dangereuse et qu'on la constate en Tunisie centrale et aussi même dans le sud, dans des oliviers comme ça. Ce sont les carrières de sable et à l'intérieur d'une olivette, vous voyez combien de terre qui est partie et qui part et qui n'est plus cultivable et qui dégrade justement le système écologique ou le système agroécologique de cette olive.
Alors, les meilleures pratiques pour la productivité de l'eau et du sol, vite fait, les bonnes pratiques agricoles s'appuient sur des connaissances très importantes. Bon, je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails, c'est très important aussi d'expliquer, mais on ne peut pas faire ça en quelques minutes. Au milieu agroécologique et socio-économique, l'espace rural est sur des recommandations recherche et développement. Bien sûr, on a toujours ces recommandations de résultats scientifiques pour favoriser et développer une production agricole avec des processus durables et minimiser les interventions agressives. Elles sont basées sur des mesures techniques et agronomiques qui permettent de réduire la dégradation des terres et d'améliorer la fertilité du sol et la valorisation de l'eau. La protection de la surface du sol, tout à l'heure j'ai touché un peu sur la surface, mais la surface elle est très importante pour ne pas perdre par l'évaporation beaucoup d'eau, contre l'évaporation, et que le paillage vaut mieux 10 arrosages, ça c'est aussi une étude de recherche. Et ça, c'est très important aussi au niveau que la surface est protégée par rapport à l'intensité des pluies, l'énergie cinétique de la pluie euh, réorganise le sol. Alors, bénéfices et avantages, je finis pratiquement maintenant. Bénéfices et avantages des bonnes pratiques, augmentation de l'eau verte au profit des cultures, optimisation de l'arrosage, diminution de l'érosion, préservation de la fertilité des sols agricoles, prévention et correction de l'érosion en rigole et ravines au sein des parcellaires, diminution de l'envasement des barrages, amélioration des rendements et contribution à la sécurité alimentaire, augmentation de revenus de l'agriculteur, adaptation au changement climatique. Qu'est-ce qu'on veut de mieux, puisque ces bénéfices que l'agriculteur devrait avoir et appliquer dans ses champs. Gestion de l'eau et la matière organique, les deux éléments essentiels justement dans cette dynamique fonctionnement eau, sol et plantes. Un, évaluer l'infiltration, il faut l'évaluer, très important. Qu'est-ce qu'on a comme humidité que le sol peut tenir, le ruissellement aussi, la lame ruisselée qui est très dangereuse et l'érosion finalement. Étude de l'influence du couvert végétal et de la pente, certainement Madame Corinne nous a parlé justement de la biomasse et que la pente aussi, de cultiver des pentes sur plus que 10%, c'est dangereux. Le suivi et contrôle des pratiques agricoles. Quelles pratiques agricoles? Des pratiques mécaniques comme les banquettes, les cuvettes, la collinage sous drain, fossé d'évacuation. Et biologique, consolidation, végétalisation, comme l'exemple que j'ai monté à la Sibel. Agronomique, une agriculture de conservation, on voit ça dans le nord tunisien, surtout le gouvernorat de Bizerte et de Béja. Le non-labour, le travail du sol en courbe de niveau, lutte contre la salinisation, comme dans les oasis ou dans les périmètres irrigués de la basse vallée de la Mejel, l'agroforesterie. Et puis un amendement et de fertilisation, le mulch, le paillage organique, le compostage, la gestion de la fumée animale, le fumier, quoi, l'utilisation des boues résiduaires et la margine. La margine, c'est tous ces déchets après la trituration des olives pour avoir l'huile d'olive. C'est les huiles de riz. Voilà, je crois que j'ai fini en faisant cette recommandation que l'initiative vient toujours des jeunes, surtout au niveau de la compréhension du sol, de lutte contre de sa dégradation, de son utilisation. On est à côté d'une image que j'ai prise de l'ICN et qui fait qu'un sol qui est pratiquement minéral, il a ajouté du fumier, il a planté des oignons, et voilà que ça donne. Voilà, c'est un exemple global. Et merci de votre attention. Peut-être j'étais un peu long, mais voilà. Merci, cher Amor. C'était parfait pour le timing. C'était aussi très riche comme contenu et je vous remercie d'avoir remis en avant le lien entre le cycle de l'eau et le cycle de la matière organique. C'est vrai que c'est trop important et là aussi, cette approche globale fait encore défaut, mais
on ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre et réciproquement, dès qu'on va agir sur le cycle de l'eau ou de la Tout à matière fait. organique, on va agir sur l'autre élément aussi. C'était très important. On a quelques minutes pour prendre des questions, si vous voulez, chers auditeurs. Est-ce que quelqu'un veut poser une Oui. question ou apporter un complément? Oui, non, oui, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Parce que peut-être, il ne faut pas oublier que c'est dans cet ensemble de terres tunisiennes, si je prends toujours l'exemple tunisien, bon, la Tunisie, elle est de surface petite, mais c'est un laboratoire de recherche hein, en pédologie, en géomorphologie, en géologie et même en botanique, et que les sols laborables d'une façon globale, cultivables, c'est à peu près 30%, et que les sols de parcours et de forêt, c'est à peu près 30%, et les sols inaptes à l'agriculture qui sont non cultivables dans les 30%. Donc, c'est pratiquement 5, 5, 5. Et ça fait après 16, si on rajoute le bâti et tout ce qui est construction, Oui, 16,4 millions d'hectares, la superficie de la Tunisie. oui, c'était important aussi de remettre en avant, comme vous l'avez fait, que parmi les causes principales de dégradation des sols, il y a bien sûr l'urbanisation et les mauvaises pratiques agricoles. Il y a Mustapha qui nous demande est-ce qu'on dispose d'un document qui Tout à vulgarise fait. tous ces concepts. Alors, on va partager le replay, donc vous aurez un peu plus le temps de regarder les présentations calmement. Et puis, Mustapha, vous qui suivez la formation avec moi, vous avez de la chance parce que tout ça, vous allez le trouver dans la formation que vous suivez. Donc, on reviendra là-dessus pas à pas. Mohamed Moussa, levez la main, je vous donne la parole, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Amour Labès. Bonjour, Labès. Corinne. Bon, je vais pas trop, j'ai pas mal de remarques, mais l'essentiel, peut-être le concept des terres cultivables, non cultivables. Moi, je pense qu'il faut un peu s'élargir parce que la majorité des terres sont cultivables, mais à quel coût? Parce que maintenant, quand on voit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire du côté d'Hermad, les grandes cultures, ils font les céréalicultures et tout ça, mais à quel coût? Parce que durant les études, on a tout le temps dit que la majorité des terres arides ne sont pas cultivables, mais pourtant ils produisent. Donc, mais à quel coût? Et bon, peut-être une remarque, Corinne, parce que j'ai assisté un peu lundi aussi. Il Oui, y a pas mal de présentations qui ne comportent pas les références, les sources, les références, parce que je vois des figures de n'importe des documents et tout ça. Il vaut mieux mettre à chaque fois les références ou bien à la fin une liste des références consultées pour qu'on puisse après, parce que c'est les travaux des autres. Quoi. Ça, il faut toujours, il vaut mieux mettre les références. Hein. Les références sont dans mes références. Non, mais le savoir, c'est parfait. J'ai vu ça, c'est magnifique. Euh, oui, bon, alors pour sur votre première les. Je remarque, trouve qu'il est assez intéressant ce qu'a présenté. oui, monsieur Moussa, c'est vrai que Ah oui, Est-ce la que je première remarque, oui, 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 vous voulez répondre Oui, je vous m'en. voulez que je réponde là? ah bah, si vous voulez, allez-y, sinon moi aussi je peux apporter Oui, un. la première remarque, c'est, oui, oui, cette notion de sol cultivable et non cultivable. Moi, je pense que même à mon âge maintenant, et après 35 ans de, par- de parcourir toute la Tunisie, c'est très important. C'est très important parce on voudrait, d'accord, si on a tous les moyens, et tous les moyens, c'est-à-dire surtout l'eau, et un climat favorable. Alors là, c'est bien sûr, ça devient plus facile.
plus facile à cultiver et plus facile donc à maîtriser les contraintes climatiques, géologiques et pédologiques. Mais politiquement, et quand on a des stratégies justement de développement, et des fois on dit de développement agricole durable, et on attaque sur des sols sableux dunaires. Moi, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait à Argimato, mais bon, à quel prix aussi, on a mis beaucoup d'argent hein, pour faire sortir l'oasis d'Argimato. Et il y avait de l'eau, il y avait de l'eau très importante, l'eau là-bas, la nappe complexe intercalaire et le complexe terminal. Et là, c'était des dunes et on a mis, disons qu'on a conquis le désert par les oasis d'Urgimato. C'est vrai, c'est à quel coût? Et c'est pas seulement à quel coût, parce que dans une vision d'aménagement hydro-agricole, il faut voir les eaux de drainage, ils vont aller où? Il faut voir le matériel, disons, la roche-mère qui est 100% du sable et qui est une forme de passoire, vraiment une passoire, tu mets de l'eau et ça descend après. Donc, tout ça, il faut le maîtriser, il faut mettre de l'argent pour corriger, bonifier tous ces sols-là et à quel prix. Donc, dès le début, un pédologue, quand il regarde, c'est un sol, quand il est minéral, il n'est pas cultivable. Parce que à quel prix que tu vas aménager un périmètre irrigué où tu vas développer donc, de l'agriculture sur ce terrain. Oui. Et de l'autre côté, tu as des terres qui sont favorables pour ça. Et là, c'est pas seulement de la magie, hein. C'est les contraintes, c'est toute une hiérarchie au niveau des contraintes, l'épaisseur, la texture, la pente, est-ce qu'il y a du sel, est-ce qu'il y a du calcaire, tous ces paramètres donc d'évaluation qui nous donnent par la suite, c'est un tableau à triple entrée et que ça te donne si c'est vraiment valable, disons cultivable ou pas cultivable. Donc c'est Merci, pas Monsieur seulement Amol, juste pour regarder le terrain, tiens, ces cultivable. précisions. Je dois. J'aimerais Oui, ajouter. oui. Oui. J'aimerais ajouter qu'avec la permaculture, on a une approche bien spécifique pour améliorer l'utilisation des ressources parce que c'est vrai que cette notion d'échelle et puis de coût environnemental, je suis ravie que vous ayez évoqué cette question qui doit vraiment nous occuper Ouais. lorsqu'on décide d'aménager des nouvelles parcelles agricoles. Je vous remercie à tous. Notre temps aujourd'hui est écoulé. Je prendrai soin d'ajouter les références comme vous me l'avez rappelé, Monsieur Moussa, parce que surtout, on ne voudrait pas donner l'impression que la permaculture ne repose pas sur des bases scientifiques. Tout ça est très bien documenté. Alors, rapidement, concernant les zones humides, je ne sais pas ce que vous voulez savoir, Monsieur Yassine, mais les zones humides, bien sûr, on doit redoubler d'attention lorsqu'on intervient dessus. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. On peut poursuivre les discussions sur nos réseaux. Vous pouvez reposer des questions sur notre page et on fera le nécessaire pour vous apporter des compléments. Est-ce qu'on va parler dans les prochains webinaires des avantages et des inconvénients du long labour? Oui, Corinne, oui, Amol. Corinne, c'est juste, je reviens toujours sur cette notion de sol cultivable et non cultivable. On a fait la direction des sols. Quand j'étais à la direction des sols, il y avait une couverture du nord au sud de tunisien, des coupures, ce qu'on appelle une coupure à l'échelle 1/200 millième, d'une dizaine de cartes qui étaient vraiment validées par des experts, par les nationaux, par l'extérieur aussi, je ne dis pas qui, et par des institutions internationales. Et que ça, c'est très important au niveau des décisions politiques
qui sont stratégiques au ministère de l'Agriculture ou dans les institutions régionales, qu'il ne faut pas aller cultiver et mettre de l'argent quand ça ne donne rien après. Sauf si tu as de l'argent, alors tu perds et tu reprends et ainsi de suite. Donc, à quel coût? C'est comme tu l'as bien indiqué, Corinne, c'est à quel coût pour bonifier, corriger et aménager un terrain qui est moyen, médiocre. Oui. Voilà, ben, ce sera le mot de la fin. Merci, Allô? cher Amos. Alors, ça va. À très bientôt tout le monde. Si vous Oui. êtes... Ben, je remercie tout le monde. Oui, on vous retrouve vendredi Malgré Ramadan, moi, on a, oui, on est un peu fait. pour voir des cas concrets Vendredi, avec oui. le projet ProSol D'accord. qui a fait beaucoup pour mettre cette question des sols en avant. Merci à tous, bonne fin de journée. Oui, oui. 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 Merci, allez, au revoir. Au Au revoir. revoir à tout le monde. Merci. Au plaisir de vous rencontrer sur le terrain. Merci, Oui, merci, avec c'est plaisir. Merci. À très bientôt.